Bonjour à toutes et à tous, on va laisser la circulation s'installer. Je suis ravi de vous retrouver puisque c'est la deuxième année que la Tribune est partenaire de cet événement. Journée placée sur le thème de refaire société. Pour cette table ronde inaugurale, évidemment on va faire un focus sur l'économie avec refaire l'économie autrement. Bonjour aussi à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent en direct, puisque vous êtes plusieurs milliers de personnes à nous suivre en vidéo. Cette table ronde est captée en vidéo. Refaire l'économie autrement, c'est évidemment interpréter et c'est interroger beaucoup de choses. L'économie s'est construite depuis plusieurs décennies sur pas mal d'indicateurs, le PIB, la rentabilité, et ainsi de suite, ainsi de suite. Avec cette image qui accélère d'année en année, jusqu'où ira-t-on? Pour paraphraser un petit peu, vous savez, la fameuse réplique culte du film La Haine, l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. On a le sentiment qu'on est rentré dans cette période où l'important est tout autant la chute que l'atterrissage. On va rentrer très vite dans le vif du sujet parce que je sais que le temps est comprimé et puis il y a beaucoup de thèmes et c'est un thème passionnant. Je vous présente rapidement les personnes qui nous accompagnent pour ce premier débat et merci à vous d'être ici. Estelle Brachialov, vous êtes directrice générale de Veolia. Veolia, géant français de la propreté, de l'eau, de l'énergie, installé dans une centaine de pays, plus de 220 000 collaborateurs. Juste à côté de vous, Jean-Hervé Lorenzi, Cercle des économistes, fondateur des rencontres d'Aix, qui ont lieu là en juillet, dont le programme vient tout juste de sortir d'ailleurs. Et puis vous venez aussi de publier un livre consacré, que vous avez fait avec Michael Bérébi, non, mais qui est en plein dans notre thème par ailleurs, et qui est vraiment sur cette période de choc, et on y reviendra tout à l'heure. Juste à côté de vous, Julien de Normandie. Alors Julien de Normandie a une double casquette. Vous avez un pied, vous êtes advisor chez Raise, on va dire c'est un fonds de dotation à impact, et puis en même temps vous avez un pied chez Sweep, qui est une clean tech spécialisée dans tout ce qui est décarbonation. Je ne vais pas revenir sur tous les portefeuilles que vous avez eus. Le dernier en date, c'est au ministère de l'Agriculture. C'était dans le gouvernement Castex, de mémoire. Juste à côté de vous, Isabelle Susini. Isabelle Susini est directrice générale de 1% for the Planet France. Vous nous l'expliquerez tout à l'heure, mais on va dire que c'est une structure qui négocie, qui arrive à convaincre des entreprises de reverser 1% de leur chiffre d'affaires auprès d'associations engagées notamment sur le climat. Cette ONG a été lancée en 2002, c'est ça? Ouais. Par le fondateur de Patagonia, Yvan Chouinard. Juste à côté de vous, et pour finir, Natacha Valla, bonjour, merci d'être là, économiste. Vous êtes à Sciences Po, vous êtes doyenne sur la chaire Management et Impact. Vous êtes passé par la BCE, vous avez travaillé sur la politique monétaire, vous êtes passé également par la Banque de France, et vous suivez évidemment avec attention toute la séquence sur laquelle on est depuis ce début du mois. J'ai envie presque de provoquer, et on va rentrer directement dans le vif du sujet, c'est une question ouverte à vous cinq. Cette table ronde s'appelle « Refaire l'économie autrement ». Est-ce que le « re » est obligatoire? Est-ce qu'il s'agit de refaire ou est-ce qu'il s'agit de faire l'économie autrement? Julien. D'abord, merci beaucoup pour votre invitation. Vous connaissez la phrase d'André Gide, ce qui est parfait n'est plus à refaire. Manifestement, le système économique aujourd'hui est loin d'être parfait. Donc, pour prendre la phrase d'André Gide, je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui sont à refaire. Mais maintenant, peu importe la sémantique, est-ce faire ou refaire, ce qui est sûr, c'est une sémantique qui a de l'importance parce que dans un cas, il faut défaire. Oui, enfin, alors après, on peut. Est-ce que vous êtes plutôt Lampedusa ou René Dumont? C'est-à-dire, est-ce que c'est plutôt le progressisme, tout change pour que rien ne change, très Lampedusa dans le texte, ce que moi je suis plutôt, ou est-ce que c'est René Dumont, l'utopie ou la mort? Et ça, c'est moi, à titre personnel, par exemple, ça a toujours été un véritable clivage. Faut-il que tout change pour que rien ne change, ou faut-il une forme d'utopie pour vraiment abattre et reconstruire? En tout état de cause, ce qui est sûr, c'est qu'on est très loin du compte, et donc il y a des choses qu'il nous faut détruire et beaucoup de choses qu'il nous faut reconstruire.
Alors, il y a un spectacle, Clément Beaune en parlait à l'instant, un spectacle sur lequel on assiste tous depuis janvier, c'est évidemment l'arrivée de Trump. Donald Trump n'est-il pas en train de refaire ou faire l'économie autrement, déjà? Parce que ça ne veut pas dire qu'on fait autrement pour le meilleur des cas. Natacha Valla, est-ce que c'est une tentative, désespérée certes, mais c'est une tentative? Alors, refaire ou faire, je ne suis pas sûre qu'il se soit posé la question dans ces termes, dans les initiatives qu'il a pu annoncer et mettre en œuvre pour certaines, mais encore pas toutes. Mais je pense qu'il nous inscrit quand même dans une dimension, dans la dimension de la rupture, ou en tout cas de la réaction de système par rapport à une impression de rupture. Et ça, c'est vraiment essentiel dans la façon dont justement on construit notre raisonnement et notre façon de nous projeter dans le futur. On parlait de se projeter dans le futur tout à l'heure. Il faut qu'on soit capable, et je pense qu'on l'est collectivement, et que toutes les générations le sont, qu'on soit capable à tout moment de se dire un choc comme ça peut nous arriver. Et il est vrai qu'objectivement, depuis 20 ans, on a quand même des sacrés chocs de nature financière, de nature économique, de nature technologique, de nature sociétale, environnementale, je ne l'ai pas mentionné, mais ça va de soi, qui font que l'état stationnaire, en fait, il est ergodique, c'est-à-dire que tout change et rien ne change. En fait, tout change à l'intérieur d'une distribution qui, elle, est stationnaire. Et je pense que ça, c'est une idée forte. Pourquoi ? Parce que dans cette idée de mobilité dans l'immobilité, il y a aussi une idée de progrès et il y a une idée de vitesse relative. Et là, j'ancre ça sur des concepts économiques quand même. Les économistes, avec leurs vieux outils qui fonctionnent, j'aurais rêvé quand même encore assez bien, que sont les fonctions d'accumulation du capital ou alors d'apprentissage pour le facteur travail. On a dans ces fonctions-là un facteur qui s'appelle en général le facteur ρ, qui est l'usure du stock. L'usure de ce que vous avez appris à l'école quand vous étiez au lycée, l'usure du logiciel que vous avez acquis. Alors aujourd'hui, on ne l'acquiert plus, on le loue mois après mois. Donc, cette notion d'usure, objectivement dans l'économie, ce taux a augmenté, c'est-à-dire que l'obsolescence arrive plus rapidement, elle arrive brutalement pour des raisons environnementales, mais elle arrive plus rapidement aussi pour des raisons de rythme de progrès technologique. Et donc je pense que c'est à cette dynamique-là, qui ne soit pas une dynamique révolutionnaire, mais une dynamique de continuité, qu'on pourra s'inscrire dans une durée qui sera une forme de stabilité et de progrès finalement. Estelle Brachaloff, Veolia, donc. Il y a un premier constat, et je pense qu'Isabelle Suisy rebondira là-dessus, c'est que est-ce qu'il est possible de faire autrement en conciliant l'exigence finalement de ce qu'est le pilotage d'une entreprise, qui doit être aussi un modèle économique qui fonctionne, qui crée de la rentabilité. Pour vous, en tant que directrice générale, est-ce que c'est une équation, c'est une ligne de crête? C'est quelque chose qui est facile à porter, à expliquer, surtout dans la période dans laquelle on vit depuis quelques mois? Alors, je trouve ça intéressant que, en fait, le titre, c'est « Refaire l'économie autrement », mais on vient de dire « refaire de la politique autrement » dans les mentions qui ont été citées quand même, parce que Trump, jusqu'à preuve du contraire, est président d'un pays et non pas chef d'entreprise. Donc, d'une certaine façon, l'économie, c'est aussi les entreprises qui créent de la prospérité qui est capable ensuite d'être partagée. Et je crois que c'est... on l'a vu d'ailleurs, hein, il y a eu un vide politique sur un certain nombre de sujets dans un certain nombre de pays ces derniers temps, qui a eu une petite tendance à être comblée quelquefois par les entreprises aussi. Je n'ai pas dit toutes les entreprises, mais en tout cas, il y a aussi une façon de transformer la société dans laquelle on vit au travers de l'économie et des entreprises. En tout cas, c'est une conviction que j'ai très forte. Alors, pour répondre à votre question, oui, il est possible pour moi, à partir du moment où une entreprise arrive à faire une petite société, moi c'est comme ça, vous l'avez cité, on a 220 000 salariés chez Veolia, pour moi c'est une petite société déjà, pour commencer. Donc ça veut dire travailler sur les salariés, on crée des emplois, on redistribue des richesses. Une des premières décisions que j'ai prises en tant que directrice générale, ça a été de créer un socle minimum social mondial. J'allais dire, peut-être que ça ne refait pas le monde, mais en tout cas, ça peut avoir une vraie différence sur déjà quelques dizaines de milliers de personnes dans le monde entier.
La deuxième chose, c'est en fait comment on mesure le succès dans une entreprise. En fonction de l'objectif qu'on s'est fixé. L'objectif qu'on s'est fixé, j'ai prononcé le mot prospérité. Alors c'est un mot richesse qui serait beaucoup plus large que le simple EBITDA, EBIT, résultat net et autres indicateurs classiques. Chez Veolia, donc, on a été très audacieux puisqu'on s'est défini une raison d'être qui est depuis 3 semaines d'ailleurs intégrée dans les statuts de l'entreprise et qui en gros parle de progrès humain. Je peux vous dire que quand on a osé prononcer le mot progrès, mais comment ça fleure bon les années, voilà, mais attendez, on en a entendu de toutes les couleurs. Tout ça pour dire que la raison d'être pour moi c'est la boussole et après la façon, comment est-ce qu'on l'applique au quotidien. Et en fait on mesure le succès, on est content des résultats, si quoi, et on a eu des indicateurs qui ont une trajectoire, hein, c'est pas juste de la mesure, c'est comment ça progresse d'année en année. Il y en a 15 dans l'entreprise, il y en a 4 qui sont financiers et il y en a 11 qui ne le sont pas. Qui parlent des salariés, évidemment des clients, de la planète bien sûr. Donc pour faire simple, le plan stratégique de Veolia, c'est plus d'euros, moins de CO2, moins de mètres cubes d'eau, moins de polluants et un certain nombre d'autres indicateurs pour les salariés. Un slogan efficace. Est-ce que c'est facile de tenir ce discours quand on voit se développer un peu le green hushing, c'est-à-dire finalement de se dire maintenant on va y aller mollo sur la communication? Alors sur le sujet environnement, alors oui, on a eu tout. Alors c'est assez rigolo. Avant l'élection de Trump déjà, quand on s'appelle Veolia, avec notre métier, c'est les services à l'environnement. J'avais déjà adapté mon vocabulaire, mais on ne change rien sur le fond. Il y a des mots interdits. Quand j'étais à New York, je pouvais prononcer le mot ESG. Quand j'étais à Houston, parce que vous avez dit, hein, c'est 80% en dehors de France, Veolia, ben non, je ne prononçais pas le mot ESG, je disais la même chose, mais je parlais de sustainability, de je sais pas quoi et tout. Et je peux vous rassurer, quand vous êtes au milieu de l'Arizona et que vous avez une usine de microélectronique, de toute façon, même si elle a voté Trump en novembre dernier, parce que l'Arizona, ça vote Trump, hein, et ben s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'usine, il n'y a pas d'emploi. Et donc à la fin, on y revient. La réalité nous rattrape, l'humanité partage un certain nombre de choses, quel que soit ce qu'elle a voté en novembre, en juin dernier, enfin, et je pourrais continuer parce que ça vaut dans tous les pays. Donc il y a un principe de réalité qui fait que certes, il faut quelquefois adapter un peu le vocabulaire, mais on ne change rien sur le fond. Isabelle Suisini, en France, 1%, c'est combien d'entreprises à peu près qui travaillent avec vous aujourd'hui? C'est 1100 entreprises et marques qui sont engagées et qui ont décidé de reverser 1% de leur chiffre d'affaires à des associations environnementales. C'est-à-dire qu'elles ont pris conscience que leur rôle n'était pas seulement économique, de créer de l'emploi, d'avoir une activité, mais aussi de se questionner sur des sujets de société. Pourquoi pas financer des associations pour limiter les pesticides, limiter les PFAS, avoir une finance plus responsable. Donc c'est 1100 entreprises engagées et qui reversent 1% du chiffre d'affaires. Alors pour rebondir sur les propos d'Estelle Brachaloff, est-ce que vous constatez que globalement les entreprises qui s'engagent auprès de vous, elles vont mieux que les autres finalement? Non mais c'est une vraie question. Finalement... Après c'est une question qui pourrait se poser dans le temps en fait, parce que c'est vrai qu'on pourrait se poser la question maintenant, il y a des entreprises qui ne vont pas bien, mais c'est assez général. Mais si je prends l'exemple de l'entreprise fondatrice du 1%, qui est Patagonia, moi j'ai travaillé chez Patagonia auparavant, avant de m'occuper du 1%. Quand j'ai commencé chez Patagonia, on était à 200 millions de dollars de chiffre d'affaires au début des années 2000. Ça a fait x7 en chiffre d'affaires depuis. Et c'est une entreprise qui fonctionne bien malgré ou grâce à son engagement philanthropique. Donc il n'y a pas d'antagonisme en fait. Il n'y a pas d'antagonisme, voire même il y a un lien. Alors maintenant, peut-être pour clarifier, parce qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre, on va essayer de prendre les grands paramètres de l'économie pour voir comment on peut les revisiter. Il y a un premier, c'est la haute financiarisation de l'économie dans laquelle on est. Alors je regarde Julien de Normandie, je regarde Jean-Hervé Lorenzi, je regarde Natacha Valla. On est allé trop loin dans la financiarisation aujourd'hui. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça provoque? Quels sont les mots MAUX que ça génère derrière? Jean-Hervé. D'abord, un très grand merci d'être là. Je me tourne vers Isabelle et je lui dis un grand merci parce que cette idée de mesurer, de mesure, d'objectivation, etc., dans un univers qui est quand même très flou et où les débats sont très, je dirais souvent un peu aveugles, conduit par des positions
comment dire, très antagonistes. Ceci, avoir une base intellectuelle et chiffrée, c'est quand même un atout formidable. Alors moi, je vais employer deux mots qui sont absolument contraires à cette vision optimiste que j'ai de la vie, mais je vais quand même les employer. D'ailleurs, l'un d'entre eux a été employé tout à l'heure par Natacha, mais je vais le reprendre peut-être de manière encore plus brutale, parce qu'elle, tout est douceur, et moi, tout est brutalité. Les deux mots-clés, c'est le mot rupture et le mot violence. Si on ne peut pas comprendre le monde... Alors, c'est un vieux qui parle, hein, donc le seul atout, c'est d'avoir vu tellement de choses. Oui, le mot de rupture et le mot de violence. Rupture, c'est que je crois que, au fond, on a toujours employé ce terme-là en disant ça se modifie. Évidemment que la vie se modifie. Mais on arrive, me semble-t-il, à la fin, non pas d'un cycle, mais de toute une histoire au fond, d'un modèle économique qui, pour plusieurs raisons que je vais très rapidement évoquer, s'essouffle, ne peut plus fonctionner. Et s'il est quand même très, j'allais dire, très porteur du deuxième mot qui est le mot de violence, sachant que derrière, le mot intéressant, c'est les mots de mesure d'impact, c'est-à-dire essayer d'objectiver les problèmes, et les mots d'apaisement. Comment est-ce qu'on apaise des sociétés, des mondes, des groupes d'individus? On le voit en politique. Tu as parlé tout à l'heure de politique, à juste titre. Enfin, les débats chez nous sont quand même ont une violence que moi, qui est peut-être la plus grande expérience, j'ai jamais vue. Donc partout, il y a cette espèce d'affrontement qui n'est pas lié au fait que les gens sont mieux ou moins bien. C'est pas ça le sujet. C'est qu'une société, à un moment, arrive à non pas à son terme, mais à une rupture, à une modification. Alors la rupture, elle est évidente. Elle est en réalité le produit de mouvements qui sont anciens, mais qui arrivent en réalité à leur terme, ou en tout cas à leur expression la plus forte. C'est évidemment d'abord ne jamais oublier le premier sujet, c'est la démographie. Brodaliser l'histoire du monde se lie à travers l'histoire de la démographie, les vieux, les jeunes. Quand on regarde, je sais pas, le marché de l'emploi en France, on voit bien qu'on a ce débat sur l'emploi des seniors et l'insertion des jeunes. Et le problème numéro 1 étant le vieillissement. Et ça coûte très, les vieux, le vieillissement d'une population, ça a un impact qui est absolument géant. Je prends juste un chiffre. Vous voyez les difficultés que notre gouvernement a pour trouver 20 milliards. Là, on est à 40 milliards. Enfin, on a l'impression que c'est le bout du monde. Nous, nos calculs montrent que en 2030, c'est-à-dire demain matin, l'accroissement des dépenses liées au vieillissement, c'est-à-dire les retraites et la dépendance, c'est 50 milliards d'euros de plus annuels. Donc, je ne dis pas que ce soit insoluble, je dis juste que c'est, au fond, très, très important dans l'évolution de nos sociétés, dans le financement. Le deuxième sujet, c'est évidemment la financiarisation d'un monde qui, quand j'étais beaucoup, beaucoup plus jeune, la finance a servi à financer l'économie. Aujourd'hui, c'est une industrie qui fonctionne. Quand on prend les chiffres, c'est absolument hallucinant. Et donc, c'est un point évidemment très important. Le troisième sujet, mais là je parle sous le contrôle évidemment de Natacha, qui est quasiment prix Nobel du sujet, sur la productivité, c'est une énigme. Pourquoi est-ce qu'on a le sentiment qu'on est dans un monde d'innovation incroyable? Et c'est vrai qu'un peu partout, y compris aux États-Unis, les gains de productivité, la productivité n'évolue pas. C'est quand même un problème. Or, la productivité, c'est le pouvoir d'achat, c'est la croissance, c'est l'évolution même d'une société. Donc, troisième sujet. Et puis, quatrième sujet, mais vous l'avez évoqué à plusieurs enfin, on l'évoque en permanence, c'est l'explosion des inégalités qui font, alors là, les chiffres, là, il n'y a même pas besoin tout le monde connaît tous les chiffres, le 1% de ceci ou de cela qui possède maintenant 3 fois plus de richesses qu'il n'en possédait il y a simplement, en pourcentage, il y a 10 ans. La conséquence, c'est, me semble-t-il, c'est une sorte de violence permanente dans tous les sujets. Bon, ça existe, hein, ça a toujours existé, mais c'est un peu plus tendu aujourd'hui qu'ailleurs, et il me semble que, pour être positif, les chiffres, donc l'impact, la mesure, c'est l'élément clé pour pouvoir remettre
le débat sur la table. Ça ne veut pas dire qu'on va les résoudre. Il y a un mot que j'aime pas, c'est le mot transition. Je ne crois pas du tout qu'on est confronté à une transition. Tu as évoqué tout à l'heure Trump, c'est pas une transition, ça s'est passé en 8 jours. Tout va se passer très vite. Et le climat que vous avez évoqué, c'est aujourd'hui, c'est demain. Donc ce mot de transition nous donne l'impression qu'on a une génération pour réfléchir au sujet. Bien sûr que non. Donc la mesure, et puis l'économie, mais que je vais prendre sur un registre plus corporatiste, c'est l'idée que la discipline de l'économie qui est un peu perdue dans des formes de modélisation, d'abstraction et d'éloignement de la réalité, retrouve son vrai objet qui fut le sien et qui est le sien naturel, de se reprendre les sujets, de voir en quoi est-ce que pour partie, c'est une partie de la connaissance, une petite partie de la connaissance, évidemment pas la connaissance, mais qu'elle rejoue ce rôle majeur de compréhension, peut-être même par l'audace de prévision, mais ça c'est vraiment trop audacieux. Alors sur la financiarisation, je veux entendre Natacha et Julien. On allait trop loin. Je pose la question très vite, de façon basique. C'est-à-dire, en fait, finalement, l'appel, c'est est-ce qu'il ne faut pas remettre davantage les entreprises au cœur de l'économie, plutôt que la finance qui a pris des proportions assez dingues. C'est une question d'allocation de la valeur ajoutée, en réalité. On parlait du temps où la finance était finalement un mécanisme d'allocation de l'épargne. Il faut d'abord générer de la valeur pour ensuite générer de quoi financer des investissements. Et c'est le développement de cet appareil financier qui interroge. Moi, je ne suis pas contre l'innovation financière, la sophistication de la gestion des risques, la capacité à donner à tous les acteurs de l'économie accès à ce dont ils ont besoin en matière de moyens financiers. Il faut simplement que la valeur ajoutée générée par ce système soit elle-même in fine allouée à des activités humaines qui soient portées vers le bien commun et qui soient portées vers qui ne s'autonomisent pas en une sphère sui generis qui s'auto-entretient. Aujourd'hui, vous estimez qu'elle s'est autonomisée ? Alors, dans certaines sphères, ça nous porterait très très loin du sujet, mais les crypto-actifs, par exemple, pour moi, les technologies sont absolument extraordinaires et il faut s'en emparer. L'aspect qui s'autoproclame monétaire de ces actifs, c'est de l'argent perdu pour l'économie réelle. Je schématise et je sais que je provoque. Mais en tout cas, c'est ce genre de choses. Éviter ce genre de dérive. Et puis, éviter aussi qu'il y ait une allocation du risque qui soit mal faite, qu'on fasse porter du risque par des individus, par des entités, par des entreprises qui ne sont pas outillées pour le faire. Donc je pense que c'est pas... moi je suis pour la finance et pour la financiarisation au sens où ça peut être un instrument de meilleure répartition justement de cette valeur qu'on crée collectivement et qui nous permet d'ailleurs aussi, c'est peut-être par la financiarisation qu'on sera capable de rendre plus tangibles des éléments qui ne le sont pas aujourd'hui. Je pense à toutes les externalités. On a parlé beaucoup tout à l'heure dans les propos introductifs de la quantification du climat. Tout ça, ça peut servir comme sous-jacent à des actifs financiers, à des systèmes de garantie derrière des actifs financiers qui vont ensuite faire en sorte que l'économie aille dans le sens d'une meilleure soutenabilité environnementale et sociale. Reste que le choc qu'on affronte, c'est un choc de simplification qui n'arrange pas l'histoire, on va dire, en ce moment. Je voudrais juste faire rebondir Julien sur cette notion de trop de financiarisation aujourd'hui. On est allé trop loin. Moi, je vais mettre vraiment les pieds dans le plat. Je pense que le système, il déconne complètement. Je vais vous donner plusieurs exemples. La question, elle n'est pas la financiarisation, pas la financiarisation. La question fondamentale aujourd'hui, c'est que ce dont on a le plus besoin n'est plus financé. J'ai été ministre du Logement, ministre de l'Agriculture. Les capitaux ne financent pas le logement. Il n'y a plus un institutionnel, sauf exception, qui finance le logement. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas assez rentable. Vous avez un fonds de résidentiel, vous êtes à 4% de rentabilité maximum. C'est beaucoup trop proche d'un placement en OTA, d'un placement en crédit conso américain, et c'est beaucoup trop loin de la rémunération d'un fonds de private equity ou autre. Plus personne dans le logement. L'agriculture, 0 personne, tout simplement parce que c'est un pas de temps qui est beaucoup trop long, et donc la rentabilité sur 5-7 ans, elle est insuffisamment rapide. Pourquoi je dis ça ?
Parce qu'aujourd'hui, il y a une révolution, et vous l'avez très bien dit, Madame la Présidente, c'est la révolution de la transparence, de la donnée. C'est une partie de mon activité aujourd'hui. On est capable de savoir exactement qui finance quoi, avec quel impact et comment. Et là, mais c'est pas que c'est absurde, c'est que c'est insane, comme disent les Anglais. Songez qu'en 2021, le CDP, qui est le grand organe qui mesure le climat, a fait une analyse sur 27 000 milliards d'actifs sous gestion. 27 000 milliards. En 2021, moins de 1% de ces actifs sous gestion est conforme avec la trajectoire de l'accord de Paris. Moins de 1%. Et donc moi, ma plus grande critique, c'est que, mais Jean-Hervé le sait, et Natacha, je ne vous connais pas encore, mais mon immense critique, c'est qu'il faut renverser la table sur la profitabilité du capital. Et aujourd'hui, on a un ministre de l'économie qui dernièrement s'est pris des foudres parce qu'il a parlé de la profitabilité des entreprises vis-à-vis de l'environnement. Je pense qu'on fait erreur. La question n'est pas la profitabilité des entreprises. Les entreprises doivent être profitables. La question, c'est la profitabilité du capital. Aujourd'hui, on a un capital dont la profitabilité ne repose que sur la profitabilité financière. Capital financier. L'immense problème, c'est que le capital humain et le capital environnemental disparaît de l'équation. Et la vérité, c'est que le capital tel qu'il est fondé aujourd'hui gagne beaucoup trop d'argent. Je vois chez Raise, on a un fonds de private equity, les équipes, on donne 50% de tout ce qu'on gagne, sans toucher à la profitabilité des entreprises. C'est complètement faisable. C'est délirant aujourd'hui de se dire qu'un capital financier ne prend pas compte des externalités. Et quand je dis ça, souvent on me dit, oui mais donc en fait ce que vous dites, c'est qu'il faut accepter d'avoir un capital moins rémunéré parce qu'il va financer des choses environnementales. Mais là, pareil, renversons le principe. C'est comme dans l'alimentation, on est des génies, on a créé le label commerce équitable. Donc on va mettre des tampons en disant ça c'est équitable. Enfin, le sens de l'histoire, c'est peut-être faire l'inverse, c'est de mettre un tampon sur ça n'est pas équitable et la norme doit être équitable. Autrement dit, tous les autres produits ne le sont pas. Voilà. Exactement. Et donc, pour le capitalisme, c'est pareil. Enfin, la rémunération du capital financier, c'est de se dire le capital qui ne repose, dont la profitabilité repose sur la destruction des biens communs. Donc, j'investis dans une entreprise qui va déforester. Eh bien, cette rémunération-là, et moi là, je suis à fond pour la réglementation, doit être moins fructueuse qu'un investissement en capital dans une entreprise, dans un bien qui fait à la fois du capital financier, du capital humain et du capital environnemental. Et ça, c'est possible. Alors, on vous sent très animé, ce qui est très agréable. Estelle Brachaloff, je vous voyais hocher de la tête. Je voulais hocher de la tête parce que... Oui, ça peut paraître paradoxal qu'une directrice générale d'une entreprise du CAC 40 hoche la tête à ce qui vient d'être dit, et pourtant si. Alors, pourquoi vous hochez la tête? Alors moi, c'est pour ça que je reviens en arrière. Pour moi, une entreprise, elle est profitable et prospère si elle est utile, et pas utile à ses actionnaires seulement. Oui, il faut aussi, parce que c'est des économies de monsieur et madame qui finissent aussi dans les entreprises, donc il faut évidemment que ça rapporte de l'argent, mais pas que. D'où ce que je disais sur la mesure d'impact sur un aspect pluriel. Non, je hochais la tête parce que moi, dans mon jeune temps, il y avait une espèce de truc qui disait, alors pardon parce que c'est de l'anglais, mais the higher the risk, the higher the reward. Si on prend beaucoup de risques et ça rapporte beaucoup d'argent à la fin et que ça a un super taux de retour, moi j'ai aucun problème avec ça. Au contraire, du 15, du 20%, du 30% de taux de retour quand on a pris un super risque, oui. Pas quand il y a zéro risque. Et pour moi, c'est une espèce de morale du capitalisme, pardon d'employer des mots assez fous, dont on a un tout petit peu parfois perdu le sens. Je pense que c'est aussi en fonction du niveau de risque qu'il faut mesurer ça. Le deuxième sujet, alors, on arrive à retrouver des voies de réconciliation paradoxalement grâce aux crises. Et je vais essayer de faire une espèce de semi-motion de synthèse entre ce que vous avez dit. Je vous donne un exemple. L'été 2022 en France, il y a eu une grande sécheresse. On s'est rendu compte qu'on pouvait manquer d'eau en France. Avant l'été 2022, investir sur des projets qui avaient rapport avec la rareté de la ressource en eau, on avait un succès d'estime, je dirais. Depuis, il y a eu un cran qui a été passé et effectivement, on comprend que si on ne le fait pas, il va y avoir de plus en plus de crises qui, elles, coûtent très cher. Globalement, régler le problème en situation de crise, ça coûte 8 fois plus cher que d'anticiper, d'investir avant. Et donc on trouve des espèces de business model, d'éviter les crises
Et donc ça revient sur le sujet d'ailleurs des assurances derrière. Donc on essaie de reboucler les choses comme ça, et on a vu sur un certain nombre de sujets environnementaux des choses se passer au travers de tout simplement je manque d'eau, comme je le disais en Arizona, j'ai pas d'eau, j'ai pas d'usine, et donc au bout d'un moment c'est pas juste pour donner de l'argent pour faire du bien à la planète, c'est parce que sinon je n'ai pas moi-même mon actif qui survit dans tout ça. Et je crois que c'est le plus on arrivera à comprendre qu'il n'y a juste pas le choix parce que c'est en train d'arriver, je pense que... Et donc ça vient, ça c'est la bonne nouvelle, peut-être pas tout à fait assez vite. La bonne nouvelle, c'est qu'on l'a mesuré, il a plu l'hiver dernier et autres, les nappes sont plus remplies, enfin pas partout, on pourrait en débattre, mais il n'y a pas eu de retour en arrière. Je crois que ce n'est pas inintéressant que ces espèces de cliquets, c'est des cliquets anti-retour, ce qui est quand même une très bonne nouvelle. Le coût de l'inaction coûte beaucoup plus cher que le coût de l'action. Jean-Hervé, une réaction? Je suis très très enthousiaste à l'idée qu'on revienne aux sources du capitalisme. Alors, le capitalisme, c'est ni bien ni mal, c'est un groupe, une organisation. Mais quand vous reprenez ce qu'était la vision de Max Weber sur le capitalisme du 19e siècle, c'était quand même une vision, l'entreprise est là pour progresser, on investissait, etc., etc., etc. Enfin, il y a cette logique. Par rapport à ça, il faut qu'on réintroduise deux termes. Le premier terme, c'est celui de risque, que tu as dit, me paraît vraiment très juste, mais alors c'est un tout petit peu compliqué pour l'épargne, parce que, comme vous le savez, 60% de l'épargne financière des Français est entre les mains des plus de 60 ans, et qu'il n'y a pas besoin d'être un prix Nobel d'économie pour savoir qu'il y a une corrélation entre l'âge et l'envie de prendre des risques. Donc il faut trouver... Là aussi, il faut être très imaginatif. C'est un moteur d'innovation. Je peux bien en débattre de ça, d'ailleurs. Voilà. Pardon. Voilà. On peut réserver pour la journée, ça ne vous dérange pas? Et puis la deuxième chose, c'est évidemment une société qui permet au fond d'apaiser. Le mot apaiser, c'est quand même le mot clé. C'est la répartition. Tout à l'heure, Natacha en a parlé. Alors il y a eu beaucoup c'est une vieille histoire, mais aujourd'hui, la perception assez juste, c'est que cette répartition n'est pas n'est pas intelligente. Parce que pour qu'une société marche, vous avez failli dire très bien marché. On a très bien marché pendant toute la période que nous on appelle le Fordisme, parce qu'au fond, c'était parti de l'idée très maligne de Ford qui disait mes ouvriers, c'est mes clients. Donc il faut que je les paye suffisamment pour qu'ils puissent acheter mes produits. On a fonctionné un demi-siècle, trois quarts de siècle comme ça. Il faut retrouver sur tous ces sujets, pour ça que c'est une espèce d'urgence, et il faut un peu d'intelligence dans tous ces domaines, repenser l'organisation des sujets, la manière dont on traite les thèmes, sans pour autant, imaginer un monde totalement bouleversé, enfin tout ce qui entraîne alors des phénomènes de violence beaucoup plus violents, mais essayer juste de faire des propositions, et c'est pour ça que le préalable à tout ça, c'est le chiffre. Moi, par exemple, je termine. J'ai, dans ma petite carrière d'économiste, sorti une modélisation qui montrait que c'est ce qui marche bien. C'est entre la répartition du capital et du travail, c'est 2 tiers, 1 tiers. Bon, je suis trop économiste pour croire qu'il y a une vérité dans ce domaine-là. Mais franchement, j'ai participé à des centaines de débats sur le sujet. C'est pas mal de pouvoir sortir des chiffres, des trucs, montrer qu'une répartition marche mieux qu'une autre, etc. Est-ce que je peux vous spoiler votre rôle? Parce que je voudrais poser une question à Natacha, comme ça c'est encore plus simple pour moi. Là. Non, parce que dans toutes les propositions que dit Jean-Hervé, moi je trouve qu'il y a une proposition fondamentale ici au CESE, c'est la question des entreprises à mission. La grande différence entre le Fordisme et le rapport aux employés aujourd'hui, c'est que dorénavant, toute entreprise devrait être entreprise à mission. Sans rentrer dans le détail, mais ça me paraît moi une évidence. Or aujourd'hui, on n'a que 2000 entreprises qui sont entreprises. C'est un peu comme le commerce équitable, finalement. Oui, exactement. Le deuxième élément, c'est que qu'est-ce qui marche
Tout à l'heure, je ne sais plus si c'est Natacha ou Isabelle qui disait, en fait, il faut réussir, est-ce que c'est une question de résilience, la durabilité pour les entreprises? En fait, c'est la tragédie des horizons de McCartney. Quand vous êtes une entreprise à capital familial, quand vous êtes une coopérative, quand vous êtes le groupe SOS, et je voudrais saluer le côté visionnaire de Jean-Marc qui, à l'époque, la structure du groupe SOS lui-même. Pourquoi vous pensez le temps long? Parce que votre structure telle qu'elle est, capitalistique, vous permet de penser le temps long. Et quand vous pensez le temps long, le mot résilience, il apparaît de A à Z. Quand vous ne pensez pas le temps long, parce que vous ne pouvez pas penser le temps long, parce que votre rapport au capital n'est pas le même à vos actionnaires, vous êtes coincé. Et ça nécessite en parallèle, pour rebondir sur ce que disait Jean-Hervé, qu'on passe d'une forme de compétitivité coût à une compétitivité valeur, c'est-à-dire de donner un prix aux externalités, positives ou négatives, quand on les protège. Qu'est-ce que nous fait réfléchir? À quoi nous fait réfléchir Donald Trump? Il nous fait réfléchir à une régionalisation des échanges, à une forme de protectionnisme, moi je le préfère nettement non tarifaire que tarifaire, sur les normes. Je ne dois pas être capable d'importer ce que je ne pourrais pas produire moi-même, parce que conditions environnementales et autres. Mais ça, c'est un défaut. Et pourtant, moi, je plaide à fond pour, mais à fond. C'est que c'est inflationniste. En fait, la prise en compte de l'environnement, du social dans nos économies, c'est inflationniste. Et l'inflation, c'est ce que déteste le politique. Je me souviens, moi, juste avant les élections présidentielles, j'allais sur les plateaux en disant « il faut payer plus cher notre alimentation ». Le lendemain, au Conseil des ministres, j'avais des collègues qui me disaient « Julien, ça a l'air hyper intelligent ce que tu dis sur les plateaux, mais s'il te plaît, ne le dis pas maintenant ». Et alors, l'inflation, les politiques détestent, mais ceux qui détestent encore plus, c'est les économistes. Et c'est ma question à Natacha. La BCE déteste l'inflation, les économistes détestent l'inflation. On a créé sur l'inflation. Je fais juste une parenthèse, parce qu'il y a une parenthèse d'actualité. Il y a eu le discours de Jérôme Powell hier à la Fed, qui a commencé à ouvrir une réflexion quand même sur la prise en compte à la fois de l'inflation et de l'emploi, à mi-mot, mais on sent qu'il y a des choses qui bougent. Alors, merci beaucoup pour la question et je voudrais rebondir aussi sur trois choses que vous venez de dire. La première, j'y viendrai à l'inflation, c'est pas pour éluder la question. Les entreprises à mission. J'ai la chance de présider le comité de mission depuis sa création de la Banque Postale, qui est ô combien une entreprise. C'est une banque, mais c'est une entité territoriale, c'est une page de l'histoire française. La dynamique qui est impulsée grâce à la mission, grâce aux travaux du comité. Alors, c'est un travail un peu à la force du poignet dans la gouvernance, puisque la mission, c'est encore un petit peu flou quand même. Mais à partir du moment où, en tout cas, c'est mon vécu, l'entreprise choisit de s'autodoter d'une mission et d'outils pour la mettre en diffusion dans les instances de décision, ça marche incroyablement et c'est aussi un moteur de motivation et de mise en valeur pour les salariés. Donc ça, je suis entièrement d'accord et on est en avance d'une phase en France. Là. On a toujours été en avance d'une phase et je pense qu'il faut qu'on conserve cet esprit conquérant et pionnier en réalité qui nous est un peu intuitif. Alors, et sur l'inflation, est-ce que Julien vous fait bondir ou pas? Juste avant l'inflation, sur la mesure d'impact, je pense que ce qui est essentiel, c'est de mesurer. Deuxième point d'illustration, on a lancé de l'Impact Studio dans mon école. Et chaque année, on fait un appel à projet. Donc c'est un peu une expérimentation in vivo des envies des entreprises ou partenaires et des envies des étudiants. Ça a marché incroyablement bien cette année. On a des entreprises qui sont venues nous voir pour des questions d'impact et de développement de mesures. Alors, des mesures sur l'environnement, on en a plein. Il y a le CO2, c'est hyper objectif, c'est scientifique. Sur le social, sociétal et la gouvernance, on en a beaucoup moins. On a lancé des initiatives avec des comptables, qui sont des comptables de l'extra-financier, hein, des comptables de la prochaine génération. Et les demandes qui nous sont venues, on a poussé le sujet sur la question des institutions culturelles, par exemple. On a commencé par un petit centre de musique baroque à Versailles. Maintenant, on a le Théâtre du Châtelet, la Gaîté Lyrique, enfin, oui, la Gaîté Lyrique encore aujourd'hui, le Théâtre des Amandiers. Bien, tout ça, il y a un besoin et une soif d'objectivation de ce qui pourra ensuite devenir, si c'est quantifié, une clé de répartition de la valeur ajoutée. Et ça, c'est absolument essentiel. Je viens à l'inflation quand même. Merci. Puisque je reste banquière centrale dans l'âme, mais je pense que la stabilité macroéconomique, dont la stabilité fait partie, c'est nécessaire à la bonne vie des démocraties. En revanche, les prix relatifs peuvent bouger. Pour dernier exemple, et vraiment sur l'inflation, dans le rapport du Conseil national de productivité qu'on a publié l'année dernière,
On s'est fait un peu taper sur les doigts par le gouvernement, d'ailleurs, à l'époque, mais c'était de bonne guerre, et finalement, ça a développé le débat. C'est qu'on proposait une mesure qui renchérissait le prix dont le poids en carbone, grosso modo, in fine, c'était ça, était plus élevé par rapport au prix des biens comparables qui avaient une performance environnementale meilleure. Et donc, finalement, il ne fallait pas augmenter les prix de façon agrégée, mais il fallait introduire une distorsion sur l'indice des prix des espadrilles, par exemple, si elles sont produites en Espagne ou produites en Chine, l'impact carbone n'est pas le même. Et donc, en principe, le prix relatif, par effet de politique publique aux frontières, en l'occurrence sur l'Europe, devrait pouvoir être une variable d'ajustement et d'expression, justement, d'une position, finalement, politique sur le sujet. Le micro, moi, je suis pour la stabilité des prix dans l'ensemble. Mais voilà, mais c'est ça. Mais pour l'effet prix, par effet de prix relatif. Oui, mais ouais. Enfin, à la fin des fins, moi, je pense qu'il faut qu'on soit tous lucides. C'est si on veut faire en sorte que l'ensemble des productions tiennent compte du bien commun, que la profitabilité du capital introduise le capital social et le capital environnemental, c'est sûr que notre modèle qui tire tout à bas coût ne peut pas marcher. Et si je parle en mots courants de la vie de tous les gens, c'est-à-dire que le premier des problèmes qu'il nous faut régler, c'est le problème du logement. S'il y a des institutionnels dans la salle, allez financer du logement, parce que le principal difficulté de pouvoir d'achat, ça reste le logement. Si demain on résout la crise du logement, on arrive à redonner et à faire accepter des capacités et à faire accepter une inflation sur la qualité des autres produits. Mais ça, il faut que les banquiers centraux nous aident pour créer ce système, et les politiques en premier. Hein. Mais moi, je pense qu'il faut pas avoir peur d'affronter ce sujet. Le 2% BCE, ça peut plus marcher, je crois. C'est vrai qu'on doit réouvrir le sujet. Sur ce point, je vous propose d'aller prendre un café après. Comme le temps est compté, j'en suis désolé, il y a un paramètre, et là, je voudrais vous faire réagir toutes et tous. Ce débat, finalement, ce qui est assez fort quand on vous écoute, c'est qu'il y a peut-être quelques années, on aurait regroupé une table ronde comme ça, on aurait débattu sur les constats. Finalement, aujourd'hui, les constats, quel que soit le point d'observation, vous portez tous la nécessité qu'il va devoir changer des choses. Maintenant, on le fait dans un environnement, des problèmes de budget public, il faut réarmer l'Europe, il y a un vieillissement de la population. Quelles sont les marges de manœuvre et comment on embarque la société civile là-dedans? Parce que c'est aussi les contraintes à ces changements que vous énoncez tous. Mais après, on est rattrapé par cette réalité. Rapidement, chacun sur comment on fait. Alors, moi j'ai envie de dire que je n'adhère pas du tout à l'idée qu'il faudrait choisir entre des choses plus prioritaires les unes que les autres. Comme si la défense, c'était quand même plus important que la planète, par exemple. Je ne sais pas ce que vous avez dit, mais, ou que le social. Pour moi, on est en train d'essayer, c'était mon exemple tout à l'heure sur les inondations, les sécheresses, ou même les sujets de santé. Vous avez mentionné, madame, le mot de PFAS, les polluants dans l'eau. On voit bien là aussi que ça traverse toutes les couches politiques. Pourquoi je dis ça? Il faut qu'on invente la sécurité écologique. Sécurité au sens protéger la santé, protéger le pouvoir d'achat, protéger les entreprises qui après créent des emplois. Et donc c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Quand on produit de l'énergie localement à partir de toutes sortes de choses plutôt que de l'importer, c'est certes bon pour la planète, mais c'est aussi, ça nous rend moins dépendants de pays voisins. Donc en fait, les enjeux géopolitiques et les enjeux environnementaux, là aussi, se rejoignent. Deuxième exemple sur le pouvoir d'achat, on n'a quand même pas du tout prononcé le mot innovation, et c'est quand même assez essentiel. Je vous donne des exemples sur, si on regarde tous les besoins qu'il y a pour, par exemple, enlever les polluants dans l'eau ou régler les problèmes de sécheresse ou d'inondation, on peut imaginer un espèce de mur d'investissement devant nous, qui se rajoute à la liste que vous avez citée. Sauf qu'il y a un certain nombre d'innovations qui existent, qui permettent de ménager de l'efficacité dans la façon dont on va utiliser cet argent. Je vous donne un exemple. L'eau en France, c'est moins de 1% du budget des ménages. Malgré tout ce que je vous dis, si on met toutes les innovations qui existent, hein, pas les futures, celles qui existent, je peux vous dire, on peut rester à moins de 1% du budget des ménages. Si par contre,
on ne les utilise pas, alors là, ça va se rajouter à la liste d'une grande inflation et des problématiques budgétaires. Donc, n'oublions pas l'innovation et la sécurité écologique. En 2 mots, Jean-Hervé, le premier levier. Bon, c'est une question qui est un peu absurde, comment est-ce qu'on fait? Mais je crois que, je parle de la France, on est dans un dispositif qui est très crispé, très, très solidifié sur quand on est au SMIC, quand on est non qualifié, on reste toute sa vie non qualifié par rapport à ce qui existe. Au fond, pour résumer, l'ascenseur social dans notre pays a quand même très largement disparu. Donc il faut vraiment mettre l'accent sur une approche sociétale et politique, c'est quand même redonner l'espoir à tous ceux qui, au fond, ont l'impression qu'ils sont condamnés. Je vous rappelle juste une seconde qu'au moment du Covid, vous vous souvenez, le Covid, c'est déjà lieu, mais on était sortis sur nos balcons, pour ceux qui ont un balcon, pour applaudir les éboueurs et le personnel de santé. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un même s'en souvient, dans tous les domaines, de la prise en compte de ces boulots-là? Julien de Normandie, rapidement, je suis désolé. Moi, je le tournerai sous la forme d'une proposition, et notamment dans le cadre du sommet de la mesure de l'impact. Je pense, et ça rejoint l'optimisme de Jean-Hervé, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on mette au centre de tout la notion de contribution. Je vous donne un exemple, et Saïd Hamouche et Jean-Marc s'en souviennent. Il y a quelques années, on avait organisé un grand événement à Bercy sur le rôle des entreprises dans l'inclusivité et la diversité. Le président de la République me demande juste avant de faire l'introduction. Il y a tout le 440, Estelle, tu n'étais pas encore nommée à cette... Et je prends la parole en disant, je vous demanderai juste une chose, mesdames et messieurs les dirigeants d'entreprise, en termes d'inclusivité, ne venez pas nous dire que vous avez une fondation. Et alors là, la tête des gens, sur le mode, oh là là, mais qu'est-ce qu'on va dire? La réalité, c'est qu'ils ont tous parlé ensuite de leur fondation. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez le climat, on a le plan de transition, et en fait, pour décarboner, ensuite, on a ce qu'on appelle le stockage du carbone, le removal. Et c'est ça qu'on mesure. Chez Sweep, là, qui est le projet entrepreneurial sur l'environnement que je porte, on est en train d'introduire avec beaucoup d'entreprises la notion de contribution. C'est-à-dire, en fait, typiquement Veolia, vous êtes au centre de la chose. Exactement. Comment vous permettez d'avoir des émissions évitées? Est-ce qu'il y a du carbone qui est utile? Est-ce que le fait d'aller financer 1% for the Planet ou les Climate Dividends, en dehors de ma chaîne de valeur, est utile? Comment je contribue? Et en fait, le jour où on arrive à remettre cette notion de contribution au centre de notre économie et à le mesurer, c'est ça qu'on essaye de faire, un index de contribution, je pense que c'est une façon de faire bouger les lignes à la fois sur le financier et à la fois au sein des entreprises. Donc vive la contribution. Vive la contribution. Isabelle Susini. C'est un des 15 indicateurs chez Veolia dont j'ai parlé tout à l'heure. On appelle ça chez nous le scope 4. Isabelle Susini. Je trouve ça très intéressant, cette idée. Merci beaucoup. Je voudrais juste rappeler peut-être un chiffre pour se recentrer aussi sur le lien avec le vivant, de remettre un petit peu de vivant dans la conversation, mais et ça a été mesuré par la BCE sans prendre votre place. Mais 75% des entreprises européennes dépendent de la biodiversité. Ça a été mesuré récemment, et la Banque mondiale l'avait mesuré en 2022 en disant que plus de 50% du PIB mondial dépend de la nature. Et parallèlement, un autre chiffre effarant, c'est que 75% de la population des invertébrés a décliné depuis 50 ans. En gros, depuis ma naissance, ça s'est effondré. Donc quand on part de ça, il y a évidemment une urgence à se mobiliser, à s'allier, ensemble à être rassemblés autour de cette cause commune, d'autant plus qu'un autre 75% qui est également effarant, c'est la perte de confiance des jeunes de tout pays dans l'avenir. Donc qu'est-ce qu'on donne comme perspective aux jeunes quand 75% d'entre eux ne voient pas un jour meilleur venir? Donc c'est une vraie mobilisation qu'il est importante de faire. Et parallèlement, c'est vrai que nous, au 1% pour la planète, on mobilise 14 millions d'euros chaque année par ces 1100 entreprises françaises. C'est pas grand-chose. 2000 entreprises à mission, 1100 entreprises françaises. La plupart du temps, elles sont dans les 2 ou les bicorps, etc. C'est très peu. Mais c'est des entreprises familiales qui ont décidé de donner, d'être généreuses,
parce que la protection de l'environnement, la cause environnementale est sous-financée. On en revient à la question du financement. C'est seulement 7% du mécénat qui est fléché vers la cause environnementale. Donc par rapport aux autres chiffres que j'ai donnés, c'est qu'il y a discrepancy, il y a vraiment une grosse différence qu'il va falloir combler. Natacha Valla, le mot de la fin sur le principal levier aujourd'hui. Beaucoup de choses ont été dites. Mis à part l'inflation. J'aurais envie de dire le temps long dans les dimensions de décisions financières, économiques, mais aussi dans nos décisions individuelles. D'ailleurs, peut-être un petit peu moins. Et politique, bien sûr, un peu moins d'individus. On devrait devenir un peu plus bouddhiste. Enfin, je pense qu'il y a cette position de l'individu dans l'intergénérationnel et la position de l'individu dans la cross-section actuelle qui est... je pense qu'on doit changer notre regard occidental. Pardon d'être un peu... Mais je pense que c'est assez essentiel aujourd'hui. Et les problématiques qu'on aborde, la biodiversité, la soutenabilité environnementale, en sont des exemples assez clairs. Un très très grand merci à toutes et à tous. Désolé, on n'a pas pu prendre tous les thèmes. Le débat était riche. Et vous enchaînez sur un autre débat sur réinventer l'entreprise, un défi pour la démocratie. Débat animé par Timothy Duverger, qui est enseignant-chercheur à Sciences Po Bordeaux. Grand merci.